Voilà pour ça. Donc aujourd'hui, on va parler du nouveau Vademecum qui est sorti en janvier. On va faire cette session avec Alice que vous connaissez sans doute déjà pour beaucoup, mais que je vais laisser se représenter. Petit point rapide avant de rentrer dans le vif du sujet. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'inscrits à la session d'aujourd'hui qui n'étaient pas dans notre réseau habituel OC Connect. Donc, très rapidement, je vais vous présenter dans quel cadre on anime ces ateliers webinaires. Ce sont des ateliers collaboratifs qui sont organisés par Digiform Assertif dans le cadre de la communauté des certificateurs qu'on appelle OC Connect. C'est un groupe d'entraide entre professionnels de la certification qui est totalement gratuit et je vais vous repartager le lien pour ceux qui veulent s'y inscrire et nous rejoindre pour être informés en avant-première des prochains ateliers, etc. On en organise à minima un par mois sur des thématiques plutôt réglementaires et stratégiques de la certification professionnelle. J'avoue que ce mois-ci, on a pas mal de rendez-vous qui ont été au programme, mais voilà. Donc, bonjour à tous ceux qui nous ont rejoints en même temps, entre-temps et que j'ai accepté. Et puis, Annelise, je vais peut-être te laisser te présenter à ton tour et démarrer ce sujet Vademecum. Alors, du coup, je m'appelle Annick Martinan, j'ai fondé Caliboost pour accompagner les organismes de formation sur tout ce qui est démarche qualité, Calliope, mais aussi dépôt de certification au RNCP et au RS de France Compétences. Donc, j'interviens avec OC Connect très régulièrement dans le cadre de l'animation d'ateliers thématiques pour travailler sur différents points. Le but, c'est que ça soit aussi un échange, hein, ce n'est pas un monologue. Donc, on va décrypter un petit peu ensemble. Alors, j'ai préparé un support pour nous guider, pour pas qu'on parte dans tous les sens et surtout pour qu'on n'oublie rien. Mais l'idée, c'est que vous puissiez aussi poser vos questions, qu'on puisse échanger s'il y a des sujets d'interprétation du Vademecum, parce que c'est toujours pareil, hein, c'est interprétable. Donc, si on peut échanger ensemble aussi entre professionnels de la certification sur comment on a compris les choses, c'est avec grand plaisir. Je ne prétends pas avoir la science infuse, donc on peut vraiment en discuter ensemble. Et le but, c'est que ça nous éclaire tous sur ce qu'on attend de nous dans le cadre de dépôt au RS et au RNCP. Voilà. Super. C'est vrai que tu fais bien de repréciser ce point collaboratif. C'est un peu pour ça qu'on lui avait aussi donné le nom de café décryptage, parce que l'idée, c'était vraiment que tout le monde puisse participer. Pour ça, vous avez le fil de discussion. Et puis, bien évidemment, on vous invite à laisser vos caméras allumées et à lever la main pour qu'on puisse vous donner la parole au fur et à mesure pour échanger de tous ces sujets tous ensemble. Bon, voilà, juste pour qu'on puisse lancer un peu le sujet, j'ai fait un support, mais voilà, l'idée, c'est de parler ensemble du nouveau Vademecum. Alors, je vais vous le montrer rapidement, hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Il est tout beau, tout joli, donc c'est très bien. L'avantage de ce Vademecum, c'est qu'il est décomposé en fiches pratiques. Et par rapport à avant, où on cherchait l'information, alors ça ne m'empêche pas de faire des contrôles F hein, quand j'ai besoin de chercher un truc en particulier. Mais globalement, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'accéder à la rubrique qui nous concerne et pour laquelle on a besoin d'informations. Donc, ça, c'est la grande nouveauté du Vademecum. C'est des fiches pratiques thématiques qui abordent à la fois le RS et le RNCP. Hein, parce que je rappelle qu'avant, le Vademecum, c'était que le RNCP. Là, maintenant, il s'applique vraiment au RS et au RNCP. Donc, c'est beaucoup plus… c'est un vrai guide, finalement, pour les projets qu'on peut avoir à déposer ou à renouveler. Donc, voilà, ça, c'est pour la forme. Et après, les 4 grandes nouveautés en dehors des fiches pratiques, c'est vraiment qu'il y a une approche moyen et résultat. Ils insistent énormément, et on va redétailler ensuite, mais sur un apport de preuves, c'est-à-dire que ce n'est pas que juste du déclaratif. Maintenant, on a tout un dossier pédagogique à fournir pour démontrer l'adéquation de la formation avec la certification. Et ça, c'est vraiment nouveau parce qu'avant, limite, on joignait le programme, on se faisait disputer parce qu'on n'avait pas compris ce qu'était une certification. Et là, maintenant, ils veulent vraiment qu'on apporte la preuve qu'on a des moyens pédagogiques et techniques en adéquation avec le parcours certifiant. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau qui a été précisé dans le Vademecum. Pareil, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est les modalités d'évaluation qui ont été bien définies. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut ne pas faire, qu'est-ce qui est attendu, quelles sont les limites. Donc ça, c'est super intéressant et on va y revenir. J'ai fait une petite slide là-dessus. Et aussi, tout ce qui est juridique. Donc la nouveauté aussi, c'est qu'ils ont bien détaillé ce qu'ils attendaient, notamment par rapport au RGPD dans les dossiers qu'on présente.
Donc, aussi la notion de bloc de compétences, correspondance, etc., qui a été bien définie. Qu'est-ce que c'est une certification à option? Voilà, tout est très clair. Ça a l'objectif de nous guider dans les projets, de ce qu'on peut faire et ce qu'on peut envisager. Donc, pour ça, j'ai trouvé que c'était hyper clair. Et après, je vous ai détaillé de manière plus thématique les nouveautés. Donc, voilà, je vais enchaîner juste pour que vous ayez un petit peu le cadre des nouveautés. Le but, c'est, voilà, comme l'a dit Léa, que ça soit un échange. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Si vous voulez prendre la parole pour rebondir avec moi sur ce que je dis, c'est avec grand plaisir. Voilà, n'hésitez pas à intervenir. Et également, si vous avez des retours d'expérience que voilà, vous avez été confronté à certains points qu'on aborde au fur et à mesure, où vous êtes en plein renouvellement, n'hésitez pas aussi à nous partager vos situations réelles. C'est toujours intéressant pour qu'on puisse voilà, avoir un aperçu et que chacun puisse s'imprégner un petit peu des réalités des autres. C'est vrai qu'en plus, France Compétences, on apprend beaucoup comme ça, finalement, par le jeu des refus aussi. Donc, c'est toujours bon à apprendre, notamment là, parce que depuis le 1er octobre, il y a des nouveautés dans les dossiers et on n'a pas encore totalement le retour de si ce qu'on présente est bien ou pas. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous faire part de vos retours d'expérience. Alors, une première chose qui est importante de prendre en compte, c'est que maintenant, on peut avoir un refus avant même l'instruction de votre dossier. Donc, en fait, si jamais il détecte une fausse déclaration, notamment sur les promotions, des données qui ont été enjolivées, fictives, voilà, qui ne sont pas tout à fait honnêtes, ou qui a eu une reproduction trop proche, voire du plagiat, d'un référentiel existant, ou une communication trompeuse sur votre site internet, où vous racontez n'importe quoi sur la formation, sur le fait qu'elle soit certifiante alors qu'elle n'est pas encore, reconnue ou qu'elle n'est pas encore, un diplôme alors que ça n'en est pas un. Donc là, il faut faire très attention, puisque maintenant, en fait, le dossier peut être refusé avant même d'être passé dans les mains d'un instructeur, ce qui est vraiment nouveau, parce qu'avant, le refus, en fait, il pouvait être prononcé que par la commission de la certification professionnelle. Donc là, ils ont introduit le fait qu'on pouvait avoir un rejet même avant l'instruction du dossier ou en toute première phase de dépôt, enfin d'instruction. Donc ça, c'est nouveau. Donc il faut faire très attention à la véracité des informations transmises, à les prouver. Faites très attention, je ne me le répéterai jamais assez, sur ce que vous dites sur votre site internet, parce que votre site internet, il est passé au peigne fin par France Compétences, pas que la page qui parle de votre certification. Donc ça, n'hésitez pas. Master, alors je vois la question. Sur la communication trompeuse, nous ne pouvons pas utiliser les termes licence master, effectivement, si vous n'êtes pas un diplôme visé. Mais qu'en est-il des termes master et bachelor? Aujourd'hui, ces termes-là, ils ne sont pas protégés, donc je crois, hein, je ne veux pas dire de bêtises, mais que vous pouvez les utiliser en utilisant un des données de la certification. Master et bachelor, hein, c'est toujours le débat éternel, hein, ce n'est pas protégé. Hein. Donc, en fait, effectivement, vous pouvez les utiliser. Mais du coup, ça n'a pas une très grande valeur, hein, parce que ce n'est pas protégé. Donc, effectivement, faites juste attention aux termes master, licence, diplôme, qui, pour le coup, sont bien protégés. Bac plus, ça ne veut pas dire grand-chose, pareil. Hein, bac plus, c'est juste un nom d'études, donc ça, vous pouvez tout à fait l'utiliser. Hein, ça... Après, très sincèrement, hein, ce qu'il faudrait utiliser, c'est le cadre européen, c'est les niveaux, hein, niveau 4, 5, 6, 7. Le niveau de votre RNCP, c'est ça qu'il faut mettre en avant plus qu'un bac plus. Maintenant, si dans votre communication, vous l'utilisez, ça ne veut rien dire, donc vous pouvez l'utiliser. Quelqu'un qui lève la main? Oui, moi j'ai une question, je vais peut-être mettre les pieds dans le plat, mais on ne peut pas utiliser le terme de diplôme quand on a une certification RNCP? Non. En fait, un diplôme, ça a un sens en France. Un diplôme, c'est une certification RNCP qui est validée par l'État, mais pas par France Compétences. Il y a tout ce qui est dépôt de visa, de grade. Et donc, si vous n'avez pas fait cette démarche-là, alors je ne suis pas la plus calée, j'aurais bien aimé qu'il y ait Mélanie pour le coup, parce que c'est vraiment elle l'experte sur le sujet. Mais voilà, si vous n'avez pas fait cette démarche-là de reconnaissance auprès des services de l'État, le terme de diplôme, en fait, vous n'avez pas le droit de l'utiliser. Donc, c'est ce qu'on appelle un titre à finalité professionnelle. Quand vous avez un RNCP, vous devez dire un titre à finalité professionnelle, RNCP numéro machin, niveau 6. Voilà, ça, vous avez le droit. Mais si vous utilisez le terme de diplôme, c'est une communication trompeuse parce qu'en fait, ce n'est pas un diplôme. Ok.
Donc, Merci. très attention, effectivement, parce qu'ils n'aiment pas du tout et ça vous porterait préjudice. Merci. Et pour le RS, encore moins. Parce que pour le coup, le diplôme, en plus, c'est associé à des titres métiers reconnus. Et le RS, on est sur des certifications professionnelles. Donc, on n'a vraiment pas le droit de l'utiliser. Alors, je vois que Warda dit qu'on ne peut pas utiliser le terme bac plus d'après le Vademecum. J'aimerais bien. On a Sandra, et qui nous... qui nous a repartagé un extrait du Vademecum où il est précisé. Super, bah, je veux bien le voir parce que ça m'intéresse pour le coup. Ah, il y est. Texte du Vademecum. Vous voulez nous dire quelque chose? Plus ne soit pas. Ben oui, c'est. Alors, c'est pas qu'on ne peut pas l'utiliser, c'est que c'est conseillé de ne pas l'utiliser. Comme je vous l'ai dit, la vraie nomenclature, c'est niveau 4, 5, 6, 7, bac plus. Ça fait un peu la génération de nos parents, excusez-moi. Hein. Et voilà, il faut. Mais bon, si vous l'utilisez, vous n'allez pas être sanctionné pour ça. C'est juste que ça ne veut rien dire. Voilà. Anthony, vous avez levé la main. Non, mais c'était à peu près la même réflexion que j'allais faire hein. Sur le bac plus. En fait, faut éviter d'utiliser vraiment. Si vous n'avez pas le problème là, vous pouvez l'avoir après dans votre Calliope. Donc, le mieux, c'est de ne pas l'utiliser. Voilà, on est d'accord. Voilà. Ça veut en fait, rien dire. Maintenant, c'est les niveaux. Donc, c'est pour ça que. C'est ça. Et le terme diplôme aussi, faites attention parce que quand on parle de parchemin, il ne faut pas utiliser non plus le terme diplôme. C'est vraiment parchemin qu'il faut utiliser. Donc, Exactement. Bon, super, on continue. De toute façon, on a prévu un gros point sur la partie communication, il me semble, à un moment donné. Donc, on va revenir sur toutes ces questions-là. Oui, et puis, il y a un article là, que Digiformag a publié, que j'ai écrit, j'en fais la petite pub, sur les bonnes règles de communication. Alors, j'ai repris quelques principes aujourd'hui, mais n'hésitez pas à aller le lire. Il faut quand même faire très, très attention à ce qu'on peut, dans le cadre de Calliope, de la réglementation, du code de la consommation. Voilà, il y a quand même beaucoup de référentiels qui cadrent ce qu'on a le droit de dire et ce qu'on ne peut pas dire. J'ai le lien vers l'article, c'est ce que j'allais faire. Alors, grande nouveauté aussi, parce que ça change, c'est l'échange post-décision. Alors, l'échange post-décision, avant, à chaque fois qu'on avait un refus, il était d'usage de demander, de solliciter un entretien pour comprendre le courrier qui ne veut rien dire et qui est le même pour tout le monde. Bon, ça, je ne devrais pas trop le dire, sinon je vais me faire taper dessus, mais en vrai, c'est un peu ça. Et du coup, cet entretien, il était surtout demandé en cas de refus et aussi éventuellement d'ajournement pour pouvoir rectifier le tir, mais pas quand le dossier est accepté en principe. Mais maintenant, en fait, vous avez le droit de solliciter un entretien, quelle que soit la décision. Donc, même si le dossier est accepté. Là, je pense à un client récemment, il a été accepté, mais pas au niveau qu'il avait proposé. Donc, c'est quand même intéressant dans ces cas-là d'avoir un entretien pour voir ce que ça implique. L'échange, il est encadré. Il a une vocation pédagogique. Le but, c'est vraiment de vous éclairer sur les questions que vous pouvez vous poser, mais ni de vous conseiller, ni de vous dire ce que vous devez faire. Donc, c'est pour ça que c'est toujours bien de se faire accompagner d'un consultant ou d'un regard extérieur lors de cet entretien pour être sûr d'avoir la même appréciation parce qu'il est unique et que vous n'aurez pas de seconde chance. Donc, ça veut dire que si vous avez un entretien suite à refus et que vous avez un deuxième refus derrière, vous n'aurez pas le droit à notre entretien. Donc, c'est pour ça qu'il est quand même important de ne pas gaspiller cette opportunité, d'y aller bien préparé avec vos questions et que ça soit hyper net et précis quand vous repartez. Ne raccrochez pas si vous avez encore des zones de flou, des questions. Voilà, vraiment profitez de l'échange pour que tout soit limpide et qu'il n'y ait pas de doute là-dessus. De notre côté, nous ne parvenons pas à avoir une réponse à notre demande d'entretien. Alors, effectivement, des fois, c'est compliqué. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Il ne faut pas hésiter à écrire au-dessus, donc soit au responsable du RS, à NCP ou à Goulven, si vous voulez. Mais voilà, l'idée, c'est de solliciter un entretien. Si votre instructeur ne vous répond pas ou vous n'avez pas les coordonnées de votre instructeur, ce qui rarement peut arriver, c'est d'aller écrire au-dessus. Si vous n'avez, ça a été fait, nous avons écrit au chef instructeur. Et le chef instructeur ne vous a pas répondu non plus? Ah, harcelez-les. Ça, c'est pas normal, puisque vous avez le droit à l'entretien. Donc là, pour le coup, n'hésitez pas à relancer de manière plus en plus régulière. Je n'ai pas envie de dire toutes les heures, mais voilà, le but, c'est pas non plus de les énerver.
Mais voilà, il ne faut pas hésiter à relancer puisque vous avez droit à cet entretien. Donc, et il est capital pour vous pour pouvoir retravailler le dossier correctement. Donc, n'hésitez pas à relancer. Et si vraiment vous n'y arrivez pas, Amélie, n'hésitez pas à me contacter en privé, je vous donnerai une adresse mail. Voilà. Bon. Donc, très important, soignez votre entretien encore plus qu'avant, parce que maintenant, il est vraiment unique. Donc, on ne peut pas perdre cette opportunité. Comment le joindre et reconnaître cette personne? Il faut avoir les contacts. Malheureusement, France Compétences, les contacts ne sont pas diffusés. Donc, si vous avez besoin de contacts, vous n'hésitez pas à m'écrire en privé. Mais effectivement, il faut, c'est du bouche à oreille, c'est de la transmission de consultant à consultant. Il n'y a pas de, et ça je le regrette, hein, il n'y a pas une adresse mail générique, ou même quand on est juste un certificateur qui a une question, on peut les contacter. Alors vous avez la plateforme de contact via la plateforme CertifPro, mais en général c'est plus pour des problèmes techniques que ce type de questions. Néanmoins, bon, ça reste un mail de contact et on peut toujours tenter le biais, d'y accéder par ce biais-là, quoi. Voilà pour cet entretien post-décision. Donc attention, hein, soignez-le et voilà, ne perdez pas cette cartouche qui est quand même super importante pour retravailler le dossier. Alors, je voulais quand même faire un gros focus sur les méthodes d'évaluation parce que j'ai trouvé ça vraiment bien pour le coup. Ils ont détaillé qu'est-ce qui était acceptable, qu'est-ce qui suffisait en soi, qu'est-ce qui devait être complété. Donc, on va passer un petit peu de temps là-dessus. Donc, vraiment, l'évaluation privilégiée, bon, on le savait déjà, ce n'est pas une grande surprise, mais c'est la mise en situation, qu'elle soit réelle ou simulée. Réelle, ça veut dire, par exemple, vous faites faire une mise en situation en amont de l'évaluation et la personne prépare un dossier qu'elle vient soutenir à l'oral, par exemple. Simulée, c'est plutôt une mise en situation. Par exemple, dans l'esthétique, on fait faire la pose de cils, par exemple, donc en conditions réelles, et on regarde que les compétences sont bien maîtrisées. Donc, de toute façon, on va avoir un atelier, je vous invite à ne pas le louper, je crois que c'est la semaine prochaine, il faudrait peut-être que je commence à les préparer, sur les évaluations. Donc, on y reviendra dans le détail. Mais voilà, vraiment, la mise en situation, c'est ce qu'ils préfèrent, parce que c'est ce qui permet vraiment de voir comment les compétences sont réellement maîtrisées par les candidats. Encore plus quand elle est simulée, il y a vraiment une vérification visuelle de la maîtrise des compétences et on est sur quelque chose vraiment de concret, hein. On n'est pas sur de la théorie, là on est sur de la pratique. Donc ça, ils aiment beaucoup. Ils ont bien précisé que c'était insuffisant de faire de la théorie toute seule. Donc on peut faire des questionnaires, des QCM, des cas pratiques, mais il faut, voilà, si c'est que de la théorie tout seul, ça ne suffira pas pour valider des compétences, puisqu'on est sur des compétences et pas des connaissances. Même si ça peut être intéressant, mais toujours en complément d'une vérification des compétences pratiques. Pour la question du distanciel, parce que souvent on me pose la question, moi j'ai des stagiaires toutes franches, je voudrais une évaluation qui puisse se faire à distance. Alors c'est tout à fait possible, mais attention par rapport aux compétences qu'on évalue. Si on est sur de la praticité, vraiment de la technique pure, je pense à la pose de cils, hein, je reprends cet exemple parce qu'il est un peu trivial, tout le monde le visualise facilement, ça va être quand même compliqué à vérifier en visio. Donc il y a des choses pour lesquelles c'est aussi du bon sens. Est-ce que je peux vérifier ces choses-là par le biais d'une évaluation à distance? Et là, effectivement, c'est le bon sens qui prime. Donc, attention à vérifier que ce que vous proposez, c'est cohérent par rapport à ce qu'on veut vérifier. Les évaluations collectives aussi, est-ce qu'on peut faire du collectif? Alors oui, si il y a une évaluation individuelle au sein du collectif. C'est possible d'avoir un exercice où il y a plusieurs candidats qui jouent des rôles différents, par exemple, mais il faut absolument qu'il y ait une grille d'évaluation qui soit individuelle et que l'exercice, même s'il est collectif, il permette à chacun de valider l'ensemble des compétences individuellement. Donc, c'est tout à fait possible, mais attention à ce qu'il y ait une évaluation individuelle. Et c'est bien si à la fin de cette partie collective, après chacun peut s'exprimer individuellement. Donc si vous avez un petit question-réponse avec chaque candidat pour voilà, avoir un moment individuel au sein du collectif. Tout ce qui est QCM aussi, alors ça c'est la grande question, est-ce qu'on peut mettre un QCM? Oui, on peut mettre un QCM, mais il ne faut pas que faut pas qu'une compétence soit validée que par un QCM. Il faut que ça soit en complément d'autres choses. Ça ne peut pas être tout seul un QCM, mais on peut quand même
avoir un QCM en modalité d'évaluation. Des fois, on disait non, pas de QCM, France Compétences n'aime pas les QCM. Bon, là, ils ont dit que c'était possible, mais pas en évaluation seule. Une auto-évaluation, est-ce qu'on peut? Sur certaines pratiques, c'est intéressant l'auto-évaluation parce que quand on est sur des compétences d'amélioration continue, d'identification des bonnes pratiques, c'est intéressant de prévoir une auto-évaluation pour que la personne elle ait une étude rétrospective sur ce qu'elle a fait, etc. Mais voilà, ça doit toujours être mis en balance avec un entretien, par exemple, avec le jury. Voilà, il faut faire attention à comment on fait cette auto-évaluation. En tout cas, c'est certainement pas le candidat qui s'auto-évalue sur est-ce qu'il est compétent ou pas. Sinon, on aurait tous le bac et des diplômes pas possibles. La certification par score, donc ça, c'est tout à fait possible aussi parce qu'il y a toujours cette question, est-ce que je mets acquis, non acquis, est-ce que je mets des points à mes critères? Enfin, voilà, comment je décide qui a la certif, qui ne l'a pas? Alors ça, c'est vraiment propre à chacun. Et comme je dis à mes clients, il n'y a jamais une règle absolue. Il faut juste que ça soit du bon sens et suffisamment exigeant. Parce que si tout le monde a la certif facilement, votre certif, elle ne vaut pas grand-chose. Donc, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui soit suffisamment exigeant et que la règle, elle soit la même et connue pour tous. Donc, on peut faire des scores avec des points. Par contre, il faut avoir un score minimal. Donc, moi, j'aime bien 70-75%, toujours plus que la moyenne. Je trouve que c'est toujours un peu plus exigeant. Et voilà, l'idée, c'est de pouvoir définir quel est le seuil de réussite pour avoir la certification. Est-ce que vous avez des questions sur ça, des retours d'expérience sur des modalités d'évaluation qui ne sont pas passées ou des choses que vous voulez apporter au collectif? Alors, moi, j'en ai une. Bonjour, c'est Lénautier, donc du format certif. J'en ai une qui ne m'appartient pas, qui appartient à un des utilisateurs de l'outil et suite à un échange qu'on a eu ensemble. J'ai vérifié, ils ne sont pas présents, sinon je les aurais encouragés à s'exprimer eux-mêmes. Plusieurs points, je vais essayer de m'en souvenir précisément. Ils ont eu un retour négatif parce qu'ils avaient ils évaluaient des compétences au travers de plusieurs modalités d'évaluation et ils faisaient, j'allais au bout, et ils faisaient une moyenne. Et France Compétences a dit non, il faut qu'il y ait compensation. Alors, compensation veut dire que si à l'écrit, on a eu la compétence 1 et qu'à l'oral, on ne l'a pas, comme on l'a eu à l'écrit, eh bien, la compétence est considérée comme acquise parce que lors d'une des modalités, elle a été acquise. Donc, ils ont dû changer l'ensemble de leur parcours d'évaluation. Et le deuxième fait dont je me souviens est, je ne sais pas si vous vous souvenez, les compétences clés. Ne pas avoir une compétence clé amenait à ne pas avoir bien le bloc, la certification, etc. Et là, on leur a dit non, parce que si une compétence seule peut faire échouer l'ensemble des compétences, c'est que les autres n'ont pas d'importance, donc il ne faut pas les évaluer. Je vous raccourcis, hein, mais en disant… Oui, mais c'est super intéressant comme retour pour le coup. Et en indiquant, donc, ils leur ont demandé, et donc ils ont l'alternative était de pondérer, en disant qu'une compétence est plus de poids qu'une autre, aucun souci. En revanche, qu'à elle seule, elle puisse faire tomber l'ensemble des autres compétences, voilà, ça, c'était pas possible. Voilà les deux points dont je me souviens, et que j'avais trouvé très, très intéressant et challengeant. Donc, intéressant de se dire qu'il vaut mieux une pondération du coup que des compétences ou des critères KO. Hein. Moi, j'appelle ça KO puisque c'est une dérive de l'agroalimentaire. Mais effectivement, on va éviter du coup de mettre des KO. Il vaut mieux pondérer. Ça, c'est un truc que je fais souvent faire à mes clients. Genre, si vous avez des critères plus importants que d'autres, mettez un système de points. Ce critère, il vaut 2 points. Celui-là, il en vaut 15. Celui-là, il en vaut 0,5. Voilà, ça, c'est intéressant comme pratique. Et l'autre sujet que vous évoquez, c'est aussi super intéressant d'avoir cette idée de compensation des modalités d'évaluation, parce que ça arrive quand même régulièrement, notamment quand on a un questionnaire, qu'on dise le questionnaire, il permet d'évaluer les compétences 1, 3, 7, et puis la mise en situation, elle va de 1 à 7. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Il faut vraiment clarifier dans le règlement d'évaluation comment on décide d'attribuer la certification
et du coup qu'on garde en tête, et ça, merci de nous l'avoir fait remonter, que si ça a été validé par une modalité, on ne peut pas l'invalider par une autre. Ça, c'est super intéressant. Ok, bah top, merci de ce retour. Même moi, j'apprends des choses, c'est trop bien. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a autre chose? Ça n'est pas l'impression. Bon, si des idées vous viennent au fil de l'eau, n'hésitez pas, hein. Ouais, puis sinon, vous notez vos questions pour vendredi prochain. Exactement. Allez, nickel, mais on continue. Alors, du coup, j'ai refait une slide sur les bonnes pratiques de communication. Donc, attention par rapport à EDOF. Donc là, il faut bien, ils l'ont reprécisé, il n'y a pas de débat, que l'intitulé de la formation, ça soit le même que l'intitulé de la certification. Donc, attention à ça. Que votre fiche EDOF, elle mentionne bien aussi le code RS ou RNCP auquel se rattache la formation, les objectifs, les prérequis, les modalités pédagogiques, les durées, les résultats attendus. Et pour tout ce qui est CPF, je vous invite vraiment à aller consulter les guides du CPF et à vous conformer à toutes les règles en vigueur, parce qu'il y en a quand même toute une flopée. Et c'est quand même pour le coup bien expliqué dans les guides et dans la FAQ que vous pouvez consulter si vous avez des doutes. Voilà, donc faites attention puisque là, les contrôles s'accentuent vraiment cette année, que ce soit du CPF, donc d'EDOF lui-même ou de France Compétences. Il y a aussi tout le cadre réglementaire. Donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, attention aux appellations master, licence, diplôme, qui en France sont cadrés, veulent dire quelque chose et qu'on ne peut pas utiliser à mauvais escient. Éviter aussi toute promesse implicite ou explicite de résultat, c'est-à-dire de dire, bah, tiens, vous allez devenir un commercial chevronné en suivant cette formation ou des trucs, voilà. Bon, faites attention à ce que vous dites. Vous pouvez parler des débouchés, mais présentez-les bien comme des débouchés. Voilà, il n'y a pas de résultat garanti quand on suit une formation, puis c'est quand même un facteur personnel qui est très important. Et aussi, attention aux garanties de financement. Cette formation est financée par le CPF, reste à charge 0 €. Alors, faites très attention à ça, parce que, bon, déjà, on ne va pas revenir sur le débat du plafonnement du CPF pour le RS, puisque je vois que ça affole la toile en ce moment. Mais le financement, il n'est jamais garanti. Ça dépend de ce que la personne a sur son CPF, ça dépend de plein de choses, des critères d'éligibilité. Donc, voilà, faites attention à pas, sous prétexte de vouloir être trop commercial et déclencher des ventes, aller faire des promesses qui ne sont pas réalistes parce que vous pourriez vous faire avoir pour ça. Et ils ont précisé aussi dans le Vademecum, et ça c'était intéressant puisque avant, ce n'était pas très clair, comment utiliser le logo France Compétences. Donc, il y a une charte. Le lien, il a été fourni. Je ne sais pas si tu peux le mettre dans le chat, Léa. Oui, je vois que quelqu'un a levé la main. Non? Fausse manip? Bon. Donc, le logo France Compétences, vous pouvez l'utiliser. Je ne sais pas si tu as le lien, sinon je vais aller le chercher. Je vais le mettre, je vais le chercher en même temps. Ok. Parce que je voudrais vous montrer les logos justement auxquels vous avez le droit. Donc, vous pouvez mentionner votre logo en tant que certification enregistrée au RS ou certification enregistrée au RNCP, mais vous devez le faire en respectant… ah bah tiens, je retrouve mon petit post LinkedIn. Hop. Voilà. Voilà, donc les logos que vous pouvez utiliser, c'est ceux-là. Donc, vous pouvez les mettre sur votre site internet en parlant du fait que c'est une certification qui est enregistrée, mais il faut vraiment respecter cette charte dont Léa vous a mis le lien, les règles. Vous ne pouvez pas le mettre n'importe où non plus. Voilà. Et ça, c'est intéressant puisque avant, on n'utilisait pas forcément et on ne valorisait pas forcément ces logos-là qui pourtant peuvent être intéressants dans le cadre de la communication. Est-ce qu'il y a des questions sur… Oui. Alors Sandra, on ne vous entend pas si vous parlez. Je vois bien que vous avez ouvert votre micro, mais on n'entend pas. N'hésitez pas à poser la question dans le chat. Hein, Non, ouais, on ne vous entend toujours pas. Mettez-la par écrit, on va la traiter. Le temps que Sandra nous écrive la question, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent qu'on reprenne des points sur la partie communication?
Alors non, il n'y a pas d'obligation. C'est si vous voulez. Voilà. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu recommandes de faire, qui a un gage du coup de qualité ou enfin de reconnaissance? Si c'est fait dans les règles de l'art de la charte, on peut tout à fait le faire. C'est toujours visuel, hein, c'est toujours effectivement un gage de reconnaissance. Donc moi, effectivement, si j'avais une certification, je le ferais. Mais attention à bien respecter la charte. Voilà. C'est comme pour le logo Calliope, hein, vous savez, il y a une charte. Il faut bien respecter les conditions. C'est une marque déposée, donc il faut bien respecter les conditions d'utilisation. Mais dans la mesure où du coup on a le droit de le faire, il ne faut pas s'en priver. Ok, bon, ben, on continue. Il y a aussi tout un volet sur l'insertion professionnelle. Ah, pouvez-vous nous indiquer ou nous renseigner davantage sur le plafonnement du CPF pour les certifications RS? Alors, je vais faire un petit topo là-dessus, puis je sais que ça agite beaucoup les esprits en ce moment. A été voté à l'Assemblée nationale le fait qu'il y aura un plafonnement des certifications enregistrées au RS dans le cadre des financements CPF. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, s'ils décident que le plafond, c'est 1 500 euros, les chiffres évoqués, c'est de 1 500 à 1 800 à peu près. S'ils décident que c'est 1 500 euros, ça veut dire que votre client, il ne pourra pas payer plus que 1 500 avec son CPF, sachant qu'ils évoquent aussi de passer le reste à charge à 200 euros. Donc, ça veut dire qu'en gros, il aurait 200 euros à payer de sa poche et 1 500 ou 1 300, il faudra voir la règle de calcul, mise en place à payer avec son CPF et que tout le reste restera sur son CPF. Donc, en gros, ça invitera les gens à plus à payer des formations très chères ou en tout cas à investir aussi de leur poche pour payer une formation très chère. Et ça leur permettra d'en faire plus souvent parce que du coup, ils vont moins manger leur budget d'un coup. Bon. Ça, c'est la règle pour le RS. Les RNCP, a priori, ne sont pas concernés pour le moment. Hein. Donc, ça, c'est ce qui est évoqué. Pour l'instant, comme vous le voyez, ce n'est pas très clair. Il n'y a rien qui a été voté. Hein. Quand je vois, j'ai encore vu un post ce matin, 1 500 euros à partir du 1er mars. Non, il n'y a rien qui est passé. Il n'y a rien qui a été voté, enfin, qui a été défini de manière très concrète, à part le fait qu'ils pourraient mettre en place un plafond. Ça a été, c'est passé. Donc, je vous invite à attendre que les choses passent de manière plus officielle, parce que là, juste, tout le monde s'affole, mais pour l'instant, il n'y a pas de règle qui a été définie. Le fait qu'il y ait un plafond, ça n'empêchera pas l'abondement. Vous savez qu'il est possible que l'entreprise, France Travail, les OPCO abondent et complètent le reste à charge. Donc, quand bien même la personne pourrait mobiliser qu'une partie de son budget, elle pourrait être abondée en plus. Donc, ça ne veut pas forcément dire que les clients vont devoir payer ce qui reste de leur poche. Voilà. Donc, ça veut juste dire qu'il faudra un cofinancement. Ça va encourager le cofinancement avec les entreprises ou avec France Travail ou avec les OPCO. D'ailleurs, on le voit que de plus en plus d'OPCO, notamment l'AFDAS, vont vers l'abondement plutôt que les prises en charge en direct de leur côté. Donc, ils vont plus vers l'abondement du CPF. Donc, on glisse plutôt vers un modèle où finalement, l'utilisateur aura un reste à charge qui va peut-être augmenter pour aussi le responsabiliser. Ça, c'est pas plus mal, hein, c'est mon avis personnel. Un montant qu'il pourra prendre sur son CPF et un montant qui restera, qui sera soit pris en charge par l'entreprise, soit par l'OPCO, soit par France Travail, soit par lui-même. Et donc, moi, de toute façon, j'invite toujours mes clients à valoriser la valeur de leur formation, parce qu'une formation, certes, aujourd'hui, il existe plein de leviers de prise en charge et on a de la chance en France d'avoir cette opportunité-là, mais une formation, ça reste une prestation de service. Donc, quand vous avez une stratégie de vente, il ne faut pas juste vendre le fait qu'il y ait une prise en charge. Il faut vendre ce que votre formation, elle apporte. Comme ça, indépendamment des prises en charge, les gens auront envie d'acheter votre formation. Si prise en charge il y a, tant mieux. Mais dans tous les cas, ils en verront les bénéfices et les résultats et ils auront envie de l'acheter. Ça, c'est un petit conseil un peu personnel. Voilà. Donc, par rapport au plafonnement, attendez que ça sorte et que ça soit officiel. Pour l'instant, tout le monde s'affole, mais voilà, tant qu'il n'y a rien de passé d'officiel, il vaut mieux être un peu prudent. EDOF, est-il obligatoire de mettre le numéro du bloc et l'intitulé? Oui. Oui. Formation et intitulé du bloc, est-il accepté? Alors, je n'ai pas trop compris du coup la deuxième partie de la question. Si vous pouvez préciser, Sandra.
Le plafonnement, il a été voté, oui. Ce qui n'a pas été défini, c'est le montant et le mode de fonctionnement exact. Mais plafonnement, il va y avoir. Bon, sauf si le gouvernement s'écroule encore d'ici là. Hein. En France, on n'est jamais sûr de rien. Au lieu de mettre bloc, on met formation, nanana. Ah, je vois. Si on met l'intitulé exact du bloc et qu'après on met le numéro plutôt dans le descriptif, je pense que ça passe. Néanmoins, j'encouragerais à mettre RNCP, la référence du bloc, et le titre, carrément en titre, pour éviter toute confusion. Et on le rappelle, vos partenaires doivent en faire de même sur la façon dont ils communiquent sur la certification. On fera une petite piqûre de rappel sur les partenaires. Léa a insisté pour qu'on en parle, on va en parler. Ah, on en parle tous les jours. T'as raison, on n'en parle jamais trop. Bon, je continue. Hein, est-ce qu'il est évoqué de pouvoir scinder ces formations RS en plusieurs blocs dans l'avenir? Alors, le RNCP, il y a des blocs. Oui. Le RS, il n'y a pas de bloc. C'est-à-dire que le RS, c'est un ensemble de compétences qui sont indissociables les unes des autres. Donc, quand vous avez un RS, vous devez vendre que le RS. Il n'y a pas de possibilité de le dissocier les compétences du RS. Par contre, le RNCP, quand il y a plusieurs blocs, on peut vendre les blocs indépendamment les uns des autres. Et en tout cas, il n'est pas du tout évoqué de faire des blocs au RS. Hein. Pas du tout entendu d'écho là-dessus. Vraiment, ça reste la spécificité du RS, c'est un ensemble de compétences indissociables. Ouais, alors, j'ai pensé, s'ils avaient mis le plafond sur le RNCP, il suffisait de vendre les blocs les uns après les autres pour éviter l'histoire du plafond. Mais pour l'instant, le plafond, ils n'ont parlé que pour le RS, ils n'en ont pas parlé pour le RNCP. Donc, bon, de toute façon, ça ne change rien. Puisque c'est vrai que les RNCP, on est sur des formations métiers qui, en général, sont un petit peu plus coûteuses. Alors, mettre un plafond là-dessus, ce serait un peu aberrant pour le coup. Pour l'instant, après, à mon avis, ça finira par arriver aussi. Alors, on parlait au tout début du fait que maintenant, il faut prouver les moyens techniques, pédagogiques, d'encadrement. Donc ça, c'est la grande nouveauté depuis les dossiers qu'on dépose depuis le 1er octobre 2025. Et le Vademecum a permis de clarifier un petit peu ce qui était attendu dans ce cadre-là. Maintenant, comme toujours, là, on est un petit peu sur une phase d'expérimentation avec les dossiers qui ont été déposés en octobre et dont on commence à avoir un peu les retours là dans les décisions de France Compétences, en tout cas, je pense à partir de février. Donc, on va commencer à voir si ce qu'on a déposé, c'est en adéquation avec ce qu'ils attendent. Donc, ce qu'ils attendent au niveau des moyens techniques, c'est que vous prouviez que les équipements, les outils, les environnements, les ressources que vous mobilisez dans le cadre des parcours de formation qui préparent à la certification, ils sont suffisants. Là, je vous invite à vous appuyer sur, de toute façon, votre certification Calliope, puisque c'est l'indicateur 17 de Calliope, que normalement, vous l'avez déjà démontré dans ce cadre-là. Donc, réutilisez des outils que vous avez déjà créés pour apporter la preuve à France Compétences, que ce soit des listes de matériel, des livrets de présentation des locaux, voilà, n'hésitez pas à utiliser des outils que vous avez dans le cadre de Calliope pour démontrer à France Compétences que les moyens que vous avez mis en place ils sont cohérents et suffisants. Tout ce qui est modalité pédagogique, là, on va regarder les méthodes d'apprentissage, il faut que ça soit cohérent. Alors, un peu précurseur, je vais vous parler d'une petite histoire personnelle, un peu précurseur à tout ça, puisqu'on ne parlait pas encore de tout ça. C'est un refus que j'ai eu pour un client début d'année dernière, donc vraiment, on était loin du décret, il n'était même pas sorti. Et j'étais surprise que dans le courrier de refus, il y ait une remarque sur le programme de formation, où en fait, mon client il a été jugé sur le fait de faire une partie de sa formation en distanciel, et ils ont estimé que c'était trop pratique pour être fait à distance. Bon, ça a donné lieu à un super débat lors de l'échange de refus. Je vous laisse imaginer à quel point mon client était ravi. Donc, il a essayé de prouver qu'effectivement, il y avait une partie qu'on pouvait tout à fait faire à distance et que c'était pas... voilà. Et sur le coup, moi, j'ai plutôt interpellé l'instructeur en disant « Mais vous ne regardez pas les programmes de formation d'habitude ?» Donc, c'est que déjà, il commençait à avoir un avis
sur est-ce que c'est pertinent ou pas, la modalité pédagogique selon ce qu'on veut apprendre. Donc, faites attention à ça, vraiment. Si vous êtes sur des compétences très pratiques et que vous envisagez des formations à distance, voilà, faites attention de prouver que c'est cohérent et de passer du temps là-dessus. Oui, Blandine? Oui, bonjour. C'est juste pour partager une expérience qu'on a eue, nous, en ajournement. Donc, on a fini par être certifié sur 2 RS. Mais lors de l'ajournement de ces 2 RS en 2025, on nous a demandé des photos de pendant les formations pour prouver, pour prouver en fait les moyens. Donc, pareil, ça rejoint ce que vous disiez, qu'ils devenaient sensibles à ce sujet. Et Exact. finalement, c'était un moyen assez simple et très qu'on avait évidemment sous la main. Oui, donc Voilà. pensez à ça, hein, faire des photos, faire un livret de présentation de votre structure avec des photos, des salles, des formations. C'est un très bon outil, effectivement, pour répondre à cette exigence de moyens techniques et pédagogiques, éventuellement. Voilà, donc gardez en tête que maintenant, il ne suffit pas juste de déposer la certification, il faut vraiment que vous montriez que le parcours de formation aussi, il est cohérent, que les moyens que vous avez mis en place, ils sont cohérents par rapport à ce que vous voulez transmettre et pour préparer les personnes à avoir le niveau exigé par la certification. Donc, merci Blandine pour ce retour. C'est effectivement un exemple de preuve qu'on peut déposer. Qu'est-ce qu'ils vont regarder aussi? L'encadrement, donc les moyens d'encadrement, c'est-à-dire comment vous allez encadrer vos stagiaires durant le parcours, les formateurs, c'est quoi leur profil, c'est quoi les procédures de recrutement de vos formateurs. Peut-être qu'il faut aller jusqu'à prouver les profils, donc les CV, les diplômes des formateurs. Hein. Ça peut être pertinent pour montrer justement que les personnes que vous sélectionnez, elles sont capables d'intervenir sur le sujet. Je me permets de rebondir. Est-ce que dans le cadre des contrôles, les CV ne peuvent pas être demandés? En fait, le problème, c'est qu'on ne sait toujours pas comment ils vont contrôler. On attend qu'il y en ait qui se fassent contrôler et d'avoir des petits retours d'expérience, mais effectivement, dans la mesure où maintenant, c'est quelque chose qu'on doit démontrer les moyens techniques, pédagogiques et d'encadrement, ce ne serait pas déconnant que ce soit un exemple de preuve à présenter pour montrer qu'on avait un profil correct. Dans le cadre de Calliope, ce n'est pas forcément les CV qui sont exigés, mais il y a tout un volet sur la démonstration des compétences qui peut être fait soit par les diplômes, les attestations de formation et les CV. Donc, ça reste un élément possible. Donc, de toute façon, en principe, normalement, les organismes de formation sont déjà familiers de ça avec la certification Calliope. Donc, voilà. Pour moi, là-dessus, c'est plus une continuité de Calliope. On va réutiliser des choses qu'on mettait en place pour Calliope dans le cadre des dossiers RS RNCP que vraiment une nouveauté ou quelque chose d'exceptionnel, quoi. Pareil, tout le volet cohérence, formation, entreprise. En fait, il y a des indicateurs Calliope là-dessus aussi. Donc, en fait, c'est pas nouveau. Hein. Démontrer l'adéquation des parcours entre la période en école, la période en entreprise, le fait que la période en entreprise, elle est bien cadrée. Voilà, donc ça, c'est pas non plus très nouveau. Les deux points qui sont un peu nouveaux, nouveaux oui et non, en général, c'est des choses qu'on faisait déjà, mais voilà, là, pour le coup, c'est formalisé. C'est le fait de respecter le RGPD. Donc, moi, j'avais pour habitude de le développer dans les dossiers, mais effectivement, si ce n'était pas votre cas, il faudra prendre le temps d'expliquer comment vous appliquez le RGPD, comment vous sécurisez les données personnelles des candidats. N'hésitez pas au moment de leur inscription à joindre un formulaire de consentement à l'exploitation des données personnelles. Voilà, c'est quelque chose qui peut tout à fait apporter une plus-value à votre dossier. Pareil, au niveau de la sécurisation des parchemins, il existe plusieurs solutions. Je pense notamment à Digiformat Assertif, mais voilà, pour sécuriser les parchemins, c'est important. Là, c'est carrément mentionné qu'ils attendent que vous expliquiez comment vous sécurisez les parchemins et vous évitez qu'il y ait des faux qui circulent à ce sujet. Donc là, c'est quelque chose qui est attendu maintenant et qu'il faudra, dans notamment le règlement de certification, expliquer. D'autres retours d'expérience ou questions sur ce sujet? Je te laisse peut-être répondre, Léa. Comment? Je te laisse peut-être répondre à la question de Blandine sur comment sécuriser les parchemins. Alors nous, ce qu'on fait, Blandine, dans Digiformat Assertif, c'est qu'on a un QR code qui est apposé sur les documents pour authentifier les données. Et voilà. Est-ce que le RGPD fait partie de Digiformat quand le candidat s'inscrit sur la plateforme?
En tout cas, après, tout va dépendre si vous avez les données que sur Digiformat Certif ou si vous les avez sur d'autres fichiers. Chez nous, effectivement, tout est sécurisé, etc. Donc, le RGPD est cadré. Et on ne collecte que les informations dont on a besoin dans le cadre de la certification, de l'accrochage, du suivi de l'insertion, etc. Donc, voilà. Mais après, ça va dépendre si vous gardez vos bases de données à côté. Ça va dépendre. Oui, c'est ce que j'allais préciser. En fait, c'est ce que j'allais préciser par rapport à la réponse de Léa. En fait, le QR code amène c'est une URL, ça amène vers une URL de Digiformat assertif. C'est pour ça que vous ne pouvez pas falsifier les données du parchemin parce que vous allez, c'est un parchemin qui va être issu de l'outil avec le nom, le prénom, l'ensemble des informations du candidat, mais surtout et aussi la certification sur laquelle il est positionné et dont il est titulaire. Oui, Anthony? Concernant, j'utilise une méthode un petit peu à l'ancienne, c'est-à-dire j'utilise un papier avec un logo spécial, simplement, et qui passe pas à la photocopieuse, et pas de copie par mail non plus de parchemin. Vous avez raison, c'est aussi une façon de sécuriser. Tout à fait. Merci pour le tips. Doit-on indiquer des volumes horaires prévisionnels avant de créer le référentiel de formation? Alors, maintenant, quand on dépose une certification, même au répertoire spécifique, ça n'a pas dû vous échapper qu'il faut avoir une première promotion. Donc, en général, on ne dépose pas une certification sur quelque chose qui n'existe pas. Donc, déjà, ça répond à ça, j'ai envie de dire, c'est que votre programme, il a déjà un volume d'heures, il existe déjà, donc voilà. On est plutôt sur du concret que sur du prévisionnel. Je ne sais pas si ça répond à la question, Mima. Oui, bon, bah tant mieux. De rien. Allez, ben, je continue. Donc, on fait la petite piqûre de rappel sur les partenariats. Tous ceux qui ont déjà vu le webinaire sur les partenariats, ben, je suis désolée, vous allez vous ennuyer pendant 10 minutes parce que j'ai repris les mêmes slides, je ne me suis pas embêtée. Donc, au niveau des partenariats, on va avoir la convention de partenariat qui est un impératif et qui est cadré maintenant par le décret du 6 juin 2025. Donc, la convention partenariale doit préciser l'objet, le cadre et la durée du partenariat. L'objet, c'est-à-dire est-ce que la personne est habilitée que pour former ou pour former et évaluer, donc, ou que pour évaluer. Donc, il faut absolument que vous précisiez bien quel est le cadre de ce partenariat. La mise en œuvre de la certification, donc quelles sont les conditions de mise en œuvre? Il faut vous appuyer sur le règlement de la certification qui de toute façon est applicable à vos partenaires. La gestion des données des candidats, donc là on va refaire une piqûre de rappel sur le RGPD et encadrer aussi au niveau du partenariat comment doivent être traitées, collectées les données personnelles et comment on doit informer les utilisateurs de leurs droits. Tout ce qui est communication et visibilité, vous devez préciser à votre partenaire qu'il doit utiliser l'intitulé exact de la certification et les règles qu'il doit appliquer en termes de communication. Hein, c'est celle qu'on a évoquée juste avant. Mais c'est bien de lui rappeler le cadre de ce qu'il peut faire et de ce qu'il ne peut pas faire. Parce que si votre partenaire fait n'importe quoi, à la fin, ça va se déporter sur vous. C'est-à-dire que votre certification, votre responsabilité. Vous devez gérer votre réseau de partenaires. Vous ne pouvez pas dire « Ah, mais je lui ai dit, il ne l'a pas fait. » Ben, je lui ai dit, il ne l'a pas fait. C'est à vous de voir qu'il ne l'avait pas fait. C'est à vous de le contrôler. C'est à vous de faire en sorte qu'il fasse correctement ou de lui retirer l'habilitation. Tout ce qui est suivi des certifiés veille, donc là, pareil, tout ce qui était insertion pro. Mais d'ailleurs, je ne l'ai pas passé, la slide. Je dis ça, mais en fait, j'en ai pas parlé. Donc, l'insertion pro, puisque j'ai avancé, mais il y a 2 indicateurs obligatoires à communiquer qui sont le taux d'insertion dans le métier visé et le taux d'insertion global. La méthode de calcul a été définie par le VADEMECOM, donc je vous invite à la lire scrupuleusement. Il est précisé de toute façon que si vous calculez n'importe comment, France Compétences pourra recalculer les indicateurs. Hein, donc ça, ils l'ont bien marqué noir sur blanc. Il y a une neutralisation obligatoire, c'est-à-dire les personnes qui sont en poursuite d'études, qui n'ont pas la possibilité de travailler ou qui sont hors du marché français, on n'en tient pas compte dans le calcul des indicateurs. Donc ça, c'est important aussi parce que ça va changer la valeur des taux qu'on va pouvoir mesurer. Et attention aussi parce que les promotions, elles appartiennent aux certificateurs, donc notamment dans le cadre d'un partenariat. Donc ça nous fait ma petite transition.
vous ne pouvez pas, si vous êtes partenaire, déposer votre propre certification en utilisant les cohortes du certificateur. Ça, vous le saviez déjà. Et France Compétences a vraiment acté, noir sur blanc, dans quel cadre vous pourriez le faire. Vous pourriez le faire si vous aviez un accord du certificateur avec un document écrit. Si vous disposez des PV originaux des évaluations, donc ça veut dire qu'il faut que non seulement le certificateur vous fasse l'accord, mais ensuite vous transmette les PV originaux, que vous justifiez que les titulaires n'aient pas été utilisés par le certificateur dans le cadre du dépôt de sa propre demande de renouvellement, et que votre parcours certifiant se distingue suffisamment du certificateur. Vous n'avez pas non plus le droit de déposer en faisant un copier-coller de ce que lui a fait. Vous devez quand même faire une proposition originale. Si ces 4 éléments sont réunis, il est possible d'avoir ce qu'on appelle une session de cohorte. Donc ça, c'est très important parce que là, ça a été acté, les conditions ont été matérialisées noir sur blanc, ce qui n'était pas le cas avant. Donc je reviens à mes partenaires. Vous devez aussi préciser dans la convention de partenariat tout ce qui est contrôle et sanctions en cas de défaut. Donc il faut que la procédure elle soit claire et établie. Tout ce qui va être loyauté, exclusivité, donc gestion des droits, des propriétés intellectuelles des uns des autres, tout ça, il faut que ça soit établi. Et je vous invite toujours à ce que votre convention de partenariat, comme tout document contractuel, puisse être validé par un avocat. Ça, c'est toujours mieux. Même si les consultants vont vous donner des trames, c'est un peu à vos risques et périls, parce que ça reste un document qui va quand même cadrer une relation commerciale. Tout ce qui est responsabilité, assurance, sous-traitance, est-ce que le partenaire a le droit de faire de la sous-traitance? Ça, c'est quelque chose que vous devez lui préciser parce que ça a été mentionné dans le décret, c'est très important. Est-ce qu'il va pouvoir sélectionner des formateurs en sous-traitance ou non? Et après, toutes les conditions financières et dispositions contractuelles, la durée de validité du partenariat, comment le rompre, prévoyez bien une porte de sortie au cas où votre partenaire fait n'importe quoi, et comment vous allez vous rémunérer par le biais de ce partenariat. On va avoir aussi toutes les obligations réglementaires à respecter selon le type de partenaire. Donc, les préparateurs, c'est-à-dire ceux qui forment à l'examen, ils vont devoir utiliser l'intitulé exact, respecter le référentiel scrupuleusement. Je vous invite là aussi à faire à chacun de vos partenaires une matrice de correspondance, compétences de la certification, formation proposée par le partenaire. Ça sera un élément de preuve en cas de contrôle par France Compétences. Respect des durées minimales fixées par le certificateur en termes de formation. Respect des durées minimales de stage, s'il y en a. Tout ce qui va être présentiel obligatoire, vous avez le droit d'imposer à votre sous-traitant de faire des formations en présentiel exclusivement. Ça, c'est vous qui cadrez aussi ce que vous l'autorisez ou pas à faire. Et le nombre maximal de stagiaires par formateur. Ça aussi, c'est un moyen d'encadrer et d'éviter des dérives. Si votre partenaire il est examinateur, c'est-à-dire qu'il organise les sessions d'examen, là, il devra absolument respecter le règlement de certification et il faudra faire attention, on en parlera juste après, à ce que vous puissiez le contrôler, ce respect-là. Et s'il forme et il évalue, il a le droit d'évaluer que les personnes qu'il a formées. Voilà, c'est une règle qui, de toute façon, ne peut pas être dérogée. C'est à vous de sensibiliser votre réseau de partenaires et j'insiste énormément là-dessus. Si vos partenaires font n'importe quoi, ça va se retourner contre vous. Donc, faites attention à pouvoir sécuriser ce réseau-là. Et donc, il y a plein de moyens de le contrôler. Vous allez avoir tous les contrôles à l'entrée. Donc là, c'est de vérifier. Oui, Blandine? Oui, excusez-moi, je vous coupe. Je rebondis sur ce que vous veniez de dire. Est-ce que si, par exemple, on permet les rattrapages à des personnes qui ont raté l'évaluation, est-ce qu'ils peuvent se raccrocher à une évaluation d'un OF alors qu'ils ont été formés par un autre OF ou par un OC? Alors, au sein d'un partenaire qui serait habilité à former et évaluer, il ne pourra jamais évaluer des personnes qu'il n'a pas formées lui-même. D'accord? Ok. Par contre, si il y a besoin de faire un rattrapage, alors si c'est pour des gens qu'il a formés lui-même, il peut faire son propre rattrapage, pas de souci. Par contre, si c'est une personne qui ne l'aurait pas formé, il ne pourra pas faire le rattrapage lui. Donc, vous ne pourrez pas le raccrocher à cette session-là. Il faudra que ce soit une session que vous-même vous organisiez ou que l'OF qui avait formé la personne organise. Très bien, merci. De rien. Donc, les conditions d'entrée, c'est important. Hein. On ne fait pas rentrer le loup dans la bergerie. Hein. Donc, faites attention à qui vous référencez comme partenaire, de vous assurer que c'est des personnes qui sont sérieuses, qui sont certifiées Calliope, j'ai envie de dire, c'est un impondérable, qui ont des moyens qui sont corrects. Donc là, pareil, moi, cette matrice de correspondance entre le parcours certifiant et la formation, c'est une donnée d'entrée pour valider que la personne peut
être un partenaire. Et puis, n'oubliez pas de déclarer le partenaire à France Compétences sous un délai de 3 mois. Je crois que c'est 2 mois même. Je crois que j'ai mis une bêtise dans mon support. Je crois que c'est 2 mois. Donc, n'oubliez pas de déclarer le partenaire. C'est très important parce que ça fait partie des exigences mentionnées dans le Vademecum. Et ensuite, vous avez plusieurs façons de le contrôler. Alors, si c'est des partenaires qui forment, donc là, il faudrait vérifier que les formations, ils les fassent réellement, parce que c'est bien beau de vous remplir une matrice. Si derrière, ils ne font pas ce qu'ils ont écrit, il faut que vous puissiez le vérifier. Donc, n'hésitez pas à mettre en place des audits, notamment inopinés, en présentiel ou en demandant les liens de visio des formations pour pouvoir vérifier que ce qu'ils vous ont déclaré, ils le font réellement. C'est très important. Pareil pour les évaluations. N'hésitez pas à aller en tant que visiteur voir que les évaluations elles se passent avec les bons nombres du jury, que les jurys ont les bonnes qualifications et qui respectent bien scrupuleusement votre référentiel. Il y a des audits à mettre en place avec des grilles d'audit et je vous invite vraiment à le faire et surtout à privilégier autant que possible les audits inopinés en leur demandant de vous communiquer les liens ou les dates ou les lieux d'examen ou de formation. Parce que finalement, quand c'est un audit annoncé, c'est toujours pareil. On sait que quand les audits sont annoncés, on peut se préparer. Donc là, l'idée, c'est de privilégier autant que possible l'inopiné qui vous permettra vraiment de constater s'ils font les choses dans les règles de l'art de ce que vous avez imposé. Et après, vous avez aussi tout le suivi qualité globale. Donc là, faites attention à bien faire votre conseil de perfectionnement annuel, à inviter les représentants des partenaires autant que possible, parce que ça permet de faire le point aussi, et de pouvoir mesurer les indicateurs, les taux de présentation, les taux de réussite, les taux d'insertion, associés à chaque partenaire, pour voir si justement votre partenaire, il n'attendait pas à la fin de l'année pour le faire, faites un suivi à 6 mois par exemple, et pour voir si votre partenaire, il est dans les clous, et s'il y a une dérive, que vous puissiez recadrer la chose. Voilà, c'est très très important de pouvoir contrôler son réseau de partenaires. Je ne le rappellerai jamais assez. Vous êtes responsable de votre certification et de vos partenaires. Est-ce qu'il y a des questions sur… Il y en a une juste avant qu'on la traite, je me permets de rebondir. Déjà, je te remercie d'avoir fait un point sur ce côté partenariat, parce que ce n'était pas prévu à la base, parce qu'effectivement, en fait, ce n'était pas une grande nouveauté du Vademecum. On en avait déjà beaucoup parlé avec le décret de juin, mais vous êtes nombreux à me poser des questions quand on est en rendez-vous, donc je trouvais que c'était intéressant aussi de faire un point là-dessus. Et petit coup promo qui en même temps devrait vraiment vous intéresser si vous avez un réseau de partenariat. La majorité des points qui ont été cités par Anne-Lise pour faire le contrôle, le suivi, sont gérés dans Digiform Assertif, et ça, on pourra en parler si vous le souhaitez, on pourra approfondir ce sujet-là. Parenthèse fermée, je prends la question de Florian qui voudrait revenir sur les rattrapages et ce que tu as dit sur le fait qu'un OF ne peut pas faire le rattrapage d'un candidat qui n'a pas formé. Pourquoi? Quels sont… Enfin, voilà. Alors, ce que je dis, c'est que la règle, c'est que quand le partenaire est habilité à former et à évaluer, il ne peut évaluer que des personnes qu'il a lui-même formées. Il ne peut pas évaluer des personnes formées par un autre organisme préparateur. Ça, c'est la règle. Donc, quand je veux faire un rattrapage, si ça concerne un partenaire habilité sur les 2 rubriques et que c'est une personne qui l'a formé, il peut tout à fait faire le rattrapage, il n'y a pas de problème. Si par contre, je veux faire rattraper au sein de ce partenaire-là quelqu'un qui ne l'aurait pas formé, ça n'est pas possible, parce que c'est la règle. Auquel cas, le rattrapage, il doit être fait par le même centre d'examen où la première certification a été faite, voilà, ou par le certificateur lui-même. Est-ce que ça répond à la question? Et dans le cas où l'OF est habilité, de toute façon, s'il est habilité qu'à former, il ne fait pas de rattrapage, il n'est pas centre d'examen. Donc, si le partenaire n'est habilité qu'à former, dans tous les cas, il doit inscrire les personnes qui forment au sein d'un centre d'examen. Oui, Céline. Alors, moi, j'ai une question. Certains, et à mon sens, le nouveau Vademecum me l'a pas remis en question, certains certificateurs ne font qu'un seul jury, c'est-à-dire que le jury d'évaluation sert de jury de certification. Donc, quand c'est comme ça,
ils souvent préfèrent avoir un jury d'évaluation qui va, oui, pas à chaque fois, mais parfois certains préfèrent avoir un jury d'évaluation slash certification qui est comme caractéristique le jury de certification, donc des membres extérieurs, etc., etc. Donc ça va plus être possible. Si. En fait, la notion de jury d'évaluation de certification, et ça, je l'aborderai vraiment dans le détail la semaine prochaine, alors, quand il y a un partenaire, de toute façon, le jury de certification il est organisé par le certificateur. D'accord? Le jury de certification, il ne peut pas être organisé par le partenaire. Donc, si on parle d'un partenaire, il y a forcément un jury d'éval qui est organisé par le partenaire et un jury de certification qui est organisé par le certificateur. Ça, c'est obligatoire parce qu'en fait, la décision de certification, elle peut être prise que par le certificateur, pas par le partenaire. On peut déléguer l'évaluation, mais on ne peut pas déléguer la décision de certification. Et ça, j'y reviendrai dans le détail parce qu'effectivement, je sais que ce n'est pas toujours bien compris. C'est ça, voilà, ça serait bien. Moi, je regarderai ça avec attention parce que. Et ce sera intéressant qu'on puisse en parler parce que je pense effectivement. Sur la théorie, après, voilà, la pratique, parfois, elle est différente. Ok, super. Je veux bien le croire. Merci beaucoup, Anne-Lise. Je parlais bien dans le cadre en tant que certificateur, nous organisons le jury de certification dans nos OF habilités à dans ce cas-là, Florian, il n'y a pas de sujet. Hein. Si vous organisez les épreuves, vous organisez le rattrapage, ça ne pose pas de problème. Puisque en tant que certificateur, vous n'êtes pas concerné par la règle des partenaires, qui là est pour les partenaires. Noémie, concernant les données de parcours entrée-sortie, avez-vous des retours? Car le Vademecum apporte peu de précisions à ce sujet. Par exemple, est-ce que l'on inclut des apprenants des partenaires? Alors oui, si vous parlez du gros tableau Excel là, de France Compétences avec les 3 onglets, donc données de parcours, c'est toutes les personnes formées, donc qui sont entrées dans le parcours de formation, sorties du parcours de formation, ça sert à mesurer le taux d'abandon, et là on met tout le monde. Certificateur, partenaire, habilité à former. L'onglet évaluation, c'est le taux de personnes présentées. Donc là, ça permet aussi de voir le taux de présentation par rapport à ceux qui sont sortis. Taux de présentation, ceux qui ont été certifiés totalement, partiellement. Donc ça concerne pareil tous les organismes partenaires, évaluateurs et le certificateur. Et à la fin, le dernier onglet insertion, c'est tous les certifiés, peu importe par qui, dans le cadre de, enfin, je dis par qui, mais forcément par le certificateur ou les co-certificateurs, mais toutes les personnes certifiées, sans exception, doivent figurer là-dedans. Effectivement, en fait, ce que veut France Compétences dans ce fameux fichier Excel, c'est toutes les statistiques sur votre certification. Donc, que les candidats ils soient présentés par un partenaire ou par vous, il faut vraiment tout indiquer. Alors, question d'aide école. Et le jury d'évaluation suit les mêmes critères que le jury de certification? Alors, pas forcément. Ça, c'est vous qui le définissez dans votre règlement de certification. Il est possible d'avoir une composition différente du jury d'évaluation du jury de certification. Après, il faut toujours qu'il y ait minimum 2 membres. Hein. Ça veut dire que les règles, et ça, vraiment, je reviendrai dans le détail dessus la semaine prochaine, n'hésitez pas à venir si c'est un sujet qui vous intéresse. Les règles de désignation du jury, elles sont établies par France Compétences. Maintenant, je peux avoir une composition différente pour un jury d'éval. Par exemple, on peut imaginer un jury d'éval avec 2 membres et un jury de certif avec 3 membres où je rajoute le représentant du certificateur, par exemple. Ça, c'est quelque chose de commun et de tout à fait envisageable. Je reviens sur un sujet précédent. Nous sommes OC, mais aussi OF, utilisateurs de blocs de compétences d'autres OC. OK. Je comprends que si on vend une formation incorporant un bloc d'un autre OC, vous conseillez que l'intitulé de la formation soit le nom du bloc. Oui. Même si on met clairement le nom du bloc, du RNCP et son numéro, est-ce clairement obligatoire? Je relève la question. Alors, je peux vous la dire, si vous voulez, par oral, si c'est plus simple. En fait, même si sur la fiche... Exemple concret, même Blandine, je prends. Même si sur la fiche, clairement sur les sites internet, on met le nom du bloc, du RNCP, à qui appartient le RNCP, le numéro du bloc, etc., vous conseillez d'utiliser le nom du bloc pour le nom de la formation. C'est même pas que je conseille, ça, c'est obligatoire. Le nom au moins du bloc, vous n'avez pas trop le choix.
Alors, ce que disait Goulven Droumaguet dans un échange qu'on a eu avec lui, c'est que, mais c'était pas clair, toujours pareil, c'est qu'on peut mettre des sous-titres. Alors, on dirait comment vous l'interprétez, mais par exemple, que vous mettez le nom du bloc, 2 points, et vous mettez un nom un peu plus commercial à la suite. Ok. Bon. Très bien. Donc, c'est obligatoire Ouais. d'utiliser le nom du bloc comme le nom de la formation. Ouais. Ok. Et vraiment, j'irai vers ça parce que là, il y a les contrôles qui s'accentuent. Et en tout cas, moi, c'est vraiment l'interprétation que j'ai eue et que j'ai vue partagée par d'autres confrères dans des échanges. Donc, vraiment, intitulé de la formation égale intitulé de la certification ou du bloc quand on vise qu'un bloc. Après, que vous ne mettez pas le code RNCP, bon, à la limite, vous le mettez en Q, ça pourquoi pas. Mais vraiment, au moins l'intitulé, mais gardez bien l'intitulé du bloc. Comme titre. Ouais. Oui, ok. Merci. De rien. Je crois que j'ai fait le tour de toutes les questions. Ah non, il y en a d'autres? Hop, non. Donc, peut-il être un formateur et évaluateur? Ah, toujours pas, non. Jamais. Un formateur ne peut pas être membre du jury. Donc ça, c'est pas possible. Élodie, lorsque le partenaire est un partenaire de distribution du programme, qu'il ne participe pas à l'exécution de l'action de formation, doit-il être communiqué à France Compétences? Qu'est-ce que vous appelez un partenaire de distribution? Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole, Élodie. Si je comprends Merci. bien. Ah oui, Oui, allez-y. tout à fait. Pardon, un partenaire qui fait connaître la formation dans son réseau, mais qui est présent dans une conférence inaugurale et à la fin dans un jury de certification. C'est Pour ses un compétences. apport d'affaires, finalement. C'est pas un organisme de formation. En effet. Oui, bah dans ce cas, il n'y a pas de mention à faire à France Compétences. Tout ce qui regarde votre côté commercial, vous l'organisez comme vous voulez. D'accord. Et par contre, au niveau du jury de certification, comme je vois qu'il y a aussi une limitation par rapport à la possibilité pour un formateur d'en faire partie, est-ce qu'il y a d'autres règles à constituer dans le choix des Alors, je vous membres donne un du jury? peu pour la semaine prochaine. Merci. Donc, il faut au moins 2 membres. Une préconisation, une composition impair est toujours préconisée, mais bon, si vous en avez 2, ça peut passer. Majorité de membres extérieurs à votre organisation. Donc, au moins, s'il y en a 2, au moins un membre qui est externe à l'organisme certificateur. Quand c'est possible, la parité. Bon, ça, on fait comme on peut. Et bien sûr, les formateurs sont strictement interdits, comme toute personne qui aurait en fait un lien avec un candidat. On m'avait coupé mon micro, dis donc. Et en fait, que ce soit un formateur ou quelqu'un qui pourrait avoir un lien avec un candidat pour éviter justement que vous puissiez avoir un conflit d'intérêts dans le cadre de l'évaluation. C'est pour ça en fait que les formateurs ne peuvent pas être membres du jury, c'est pour éviter qu'ils jugent leur propre travail en fait. Donc, ni formateur, ni autre personne représentant l'OF. Si, vous pouvez, en fait, si par exemple vous avez 2 membres du jury, vous pouvez avoir un externe et un représentant de l'OF ou de l'OC. Et sur représentant, par contre, sur représentant, il faut qu'il ait les compétences pour juger. Hein. Si vous mettez juste quelqu'un qui ne connaît rien, ça n'a pas c'est pas pertinent. Donc, mais il pourrait, s'il n'a pas formé, qu'il n'a pas de lien particulier avec les candidats, vous pouvez avoir un représentant qui est dans le jury, ça ne pose pas de problème. Par contre, là, j'ai un retour d'expérience, c'est que France Compétences n'aime pas que cette personne soit le président du jury dans ce cas-là. D'accord. Donc, parce que... Ok. Ça, c'est bizarre parce que... Pas qu'il y ait une voix prépondérante sur un autre. Alors moi, souvent, ce que je fais, c'est que le président du jury est tiré au sort. Au moins, il n'y a pas de débat. Mais le côté... mais je l'ai vu, hein, sur certaines certifs, même publiées, je l'ai vu. Mais dans un retour assez récent avec eux, j'ai eu cet échange où ils disaient qu'il fallait mieux éviter que le représentant du certificateur soit le président du jury et qu'il ait une voix prépondérante sur le deuxième, notamment quand ils ne sont que 2, par exemple. Et après, il y a une notion arrêtée sur le rôle du président de jury?
Oui, oui. Alors, le rôle du président de jury, il a une voix en général qu'on appelle prépondérante. C'est pour ça que moi, j'aime pas trop, parce que quand il y a 2 membres, ça veut dire que quoi? Qu'il décide tout, ça, c'est pas foufou. Donc, c'est pour ça qu'en général, c'est mieux d'avoir 3 membres pour que la majorité l'emporte et que le président ait plus un rôle d'organisation de la commission, finalement, et de rédaction du PV, signature, enfin, de gestion du PV, quoi, de la décision, mais pas de rôle plus avancé sur la décision que les autres. Il vaut mieux éviter ça. Donc, D'accord. je reviendrai en détail la semaine prochaine parce qu'il existe un document qui est assez méconnu et qui est pas mal, que France Compétences a publié d'ailleurs, où il explique un peu tout ça, comment on sélectionne le jury et tout. Donc, je reviendrai vraiment dans le détail de ça. Bah, merci beaucoup, Annick. Avec plaisir. On avait une question en lien justement avec le partenaire de distribution. S'il prête ses locaux et certains de ses formateurs et communique sur la certification, est-ce qu'on le déclare? En fait, c'est toujours pareil. Si c'est un OF qui forme et ou évalue à la certification, on le déclare. Si là, on parle de sous-traitance des formateurs, on ne va pas le déclarer. Exactement. Et on avait aussi une autre question au-dessus. Est-ce qu'à partir d'une certification, on peut créer plusieurs formations ou créer une seule formation avec plusieurs filières? Merci de poser la question parce que c'est une question que j'ai très souvent, effectivement. Alors, on peut tout à fait, et là je sais que je vais me faire taper sur le doigt par d'autres consultants, mais pas qui pensent pas pareil que moi, mais moi c'est ce que je pense et ce que j'ai constaté. On peut tout à fait avoir plusieurs parcours de formation qui préparent à une même certification. Mais chaque parcours doit bien préparer sur l'ensemble des compétences de la certification visée. Ce qui peut se différencier, ce sont, par exemple, des modalités pédagogiques. On peut imaginer que j'ai un parcours en e-learning, un parcours en mixte, un parcours en blended learning, et que du coup, j'ai plusieurs offres à plusieurs tarifs parce que, justement, j'ai des volumes horaires différents. Mais la condition doit être respectée, que chaque parcours cible bien l'ensemble des compétences du référentiel. Est-ce que ça répond à la question ou est-ce qu'il y a encore une autre question qui en découle? J'ai l'impression que c'était clair. Bon, tant mieux. Je continue avec une petite page promo. Vas-y. Comme toujours. Si vous avez besoin d'aller plus loin, j'ai plusieurs offres d'accompagnement, que ce soit de la formation, du clé en main ou juste un audit de votre projet. Donc, si vous avez un doute, besoin d'être sécurisé, besoin d'en discuter, n'hésitez pas à m'appeler ou à prendre rendez-vous directement sur mon site internet pour qu'on puisse en discuter. Et si vous n'avez pas plus de questions, je vais aller déjeuner. Comme d'habitude, je vais vous partager le replay sur le Slack de OC Connect. Donc, ceux qui n'y sont pas encore, d'ailleurs, je vais vous repartager le lien pour que vous puissiez vous inscrire puisque c'est gratuit. Sur ce Slack, en plus du replay, vous allez avoir bien évidemment le support et tous les coordonnées de Annelise si vous voulez la contacter. Vous aurez tout ça. Je vous remets le lien de l'inscription si vous le souhaitez. Hop! Et puis, déjà, Annelise, merci beaucoup pour l'animation de cet atelier. On recommence ensemble la semaine prochaine sur l'organisation des épreuves. Les semaines. Voilà, toutes les semaines, on est là. Préparez bien vos questions sur le sujet de la semaine prochaine. Encore une fois, si vous êtes sur le Slack, vous n'avez pas besoin de vous inscrire par le formulaire d'inscription, etc. Je vous partage directement les liens pour ajouter à vos agendas pour que ce soit le plus simple possible pour vous. Et puis, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire de mon côté. Et si jamais vous ne pouvez pas venir, n'hésitez pas à poser vos questions à Léa. Elle se fera plaisir de me les poser le jour J pour que vous puissiez avoir le retour dans le replay. Il n'y a pas de souci. Ou à m'écrire par ailleurs. Tu as complètement raison. Mais par mail, vous aurez toujours un retour rapide. Voilà, par mail, par Slack, vous nous mettez un petit peu toutes vos questions. N'hésitez pas à bien la contextualiser, qu'on puisse y répondre avec beaucoup de précision. Et puis, on traitera tout ça avec plaisir. Et si vous n'êtes pas là, vous retrouverez encore une fois le replay. Tout à fait. Bon, bonne journée, bon appétit. Tout à fait. Merci à tous pour vos questions, pour vos interventions. Et puis, on vous souhaite une bonne journée, un bon appétit. Merci Léa. À bientôt. À bientôt.